Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Psychologie. Collection fondée par Philippe Breneau et dirigée par Joël Bernat. Sans exclusive ni frontières, les logiques président au fonctionnement psychique comme à la vie relationnelle. Toutes les pratiques, toutes les écoles ont leur place dans Psychologie. Dernière parution. Patrick Angeraou, L'adolescent et ses troubles, guide clinique et psychopathologique, 2022. Nicolas Sajus de Cocola, De la maltraitance à la résilience. Le désespoir dépassé, 2022. Thierry Nussberger, dire, Les chemins psy. Du symptôme hostile, 2022. Jean-Paul Mwengengoie, La dépression chez les jeunes migrants subsahariens, 2021. Annick Bernabéo et Benoît Marceau, La psychose en résidence, hébergement et psychothérapie, 2021. Loïc Lerouge, dire, La numérisation du travail, enjeux juridiques et sociaux en santé au travail, 2021. Clément Rizet, étudiant en souffrance psychique. Une jeunesse déboussolée, 2021. Dominique Renier et Célia Vazcerniglia, Approche psychologique de la crise et de l'urgence dans le contemporain, 2021. Catherine Delaprelle, La méthode des 3I pour les enfants à troubles du spectre autistique. Un éveil par le jeu, une nouvelle chance de développement, 2021. Abdelkader Benarab, De la médecine en général à la psychiatrie en particulier en Algérie, un échec programmé, 2021. Nicole Kathleen, L'enfant et la médecine. Une histoire de la pédopsychiatrie, 19e-20e siècle, 2021. Marco Isaiah, L'autobiographie criminelle ou la plainte d'Antigone. Réflexion entre la parole du sujet détenu et l'écriture autobiographique, 2021. Remerciements. J'éprouve une profonde gratitude envers ma sœur Nélila, pour le temps qu'elle a consacré à la lecture de mon manuscrit, et qui m'a encouragé à le faire publier. J'ai bénéficié de son expérience et de ses commentaires précieux, qui m'ont aidé à progresser. Les lecteurs qui jugeront ce livre d'une utilité pour l'étude de la schizophrénie, auront une dette semblable envers elle. Une pensée à Gila, un scientifique passionné de littérature et d'art. Il m'a introduit dans les méandres des œuvres d'artistes géniaux, parfois en prise à une poussée schizophrénique. Je souhaite remercier Marjolaine Mignon-Barazani qui ne s'est pas contentée d'une mise en page professionnelle, mais n'a pas hésité à faire des remarques intelligentes et très utiles sur la forme et le contenu de certains paragraphes. Un regard extérieur de qualité. Introduction. L'étude des troubles du langage dans la schizophrénie a été longtemps un domaine privilégié en psychiatrie et a suscité de nombreuses controverses et polémiques. Cet ouvrage a pour objectif de clarifier et d'analyser des phénomènes spécifiques du langage dans ce syndrome. Les phénomènes dont il sera question seront en grande partie les troubles sémantiques, c'est-à-dire les déviations des significations linguistiques par rapport à la norme. Les principaux symptômes de la schizophrénie se manifestent dans la parole. Peut-on imaginer procéder à un diagnostic ou un entretien avec un patient privé de parole ? Il semble presque évident que parmi les principaux critères des progrès vers la guérison, on perçoit celui d'un changement dans le comportement verbal du sujet. La plupart des thérapeutes présument que l'amélioration du langage se reflètera dans d'autres sphères de la pensée et de la personnalité. Ces malades qu'on appelle schizophrènes, comment comprennent-ils le sens des mots ? Pas seulement les mots, mais ce qui se dit derrière les mots ? Que cherchent-ils à nous communiquer ? Nous sommes partis de l'observation du fait que le langage des schizophrènes a des caractéristiques sémantiques particulières, que nous pouvons reconnaître et identifier. Les écrits sur la communication pathologique ne sont cependant pas toujours simples et lucides. La première partie de cet ouvrage aura pour objectif de décrire les phénomènes spécifiques du langage dans la schizophrénie, selon les différentes approches cliniques et les avancées théoriques et scientifiques actuelles. Dans une seconde partie, nous vérifierons l'hypothèse selon laquelle l'analyse des significations permettrait de reconnaître les troubles de la pensée, les affects et la présence d'idées délirantes sous-jacentes chez les sujets schizophrènes. Nous essaierons ensuite de comprendre les raisons pour lesquelles les schizophrènes ont tendance à opter pour ce langage personnel,
qui les mène souvent à l'isolement et au repli social. Le modèle que nous proposons ouvre la voie à des pratiques thérapeutiques et des stratégies d'adaptation qui donnent une place privilégiée à la relation entre les patients et leur entourage, au soutien social et à la résolution de certains problèmes auxquels le sujet devra faire face. Cette approche relationnelle nous donne accès à cet autre, à la fois étranger et proche de nous. Au contact des patients psychotiques, nous sommes confrontés à des idées et des sentiments irrationnels enfouis dans notre propre inconscient. De nombreuses personnes qui ne sont pas ordinairement considérées comme psychotiques ont certains résidus psychotiques. Toute personne est capable d'avoir des pensées psychotiques, des angoisses psychotiques et une rage psychotique. Ces résidus ont besoin d'être entendus et dépassés. Cette étude va donc au-delà du domaine linguistique et peut contribuer à comprendre la pensée, la culture, les relations interpersonnelles qui caractérisent les patients souffrant de symptômes schizophréniques. Première partie. Principaux repères sur la schizophrénie. Quelques références actualisées ne seront pas de trop pour préciser ce qu'est la schizophrénie, terme dont la définition est sujet de débat entre psychiatres et psychologues depuis plus d'un siècle. La schizophrénie est une psychose, un type de maladie mentale qui se caractérise par des distorsions de la pensée, des perceptions, des émotions, du langage, du sentiment de soi et du comportement. Les symptômes principaux sont hallucinations, perceptions auditives comme des voix, visuelles ou autres perceptions sensorielles sans objet. Délire, convictions fixes, fausses ou suspicions inébranlables qui ne sont partagées par personne d'autre dans la culture du sujet. Comportement anormal, conduite irrationnelle comme des déambulations sans but, des marmonnements sans interlocuteur, une apparence insolite, une négligence de soi. Désorganisation de la parole, propos incohérents. Troubles des émotions, apathie, déconnexion entre l'émotion et ce que l'on observe au niveau de l'expression faciale et corporelle, repli sur soi. Le DSM-5, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, datant de 2013, divise les symptômes de la schizophrénie en deux grandes catégories. Troubles positifs, idées délirantes, hallucinations, désorganisation du cours de la pensée, altération de la réalité, et troubles négatifs, retrait social, diminution de l'expression émotionnelle, discours pauvre, difficulté à entreprendre des actions. Les premières manifestations surviennent vers la fin de l'adolescence. La maladie peut se déclarer par une bouffée délirante, avec des épisodes aigus qui se succèdent. Mais elle peut également se déclarer progressivement, s'étalant sur quelques semaines ou quelques mois. On trouve des petits signes neurologiques, soft signs, précurseurs de la maladie tels qu'introversion, difficulté de l'attention et des interactions sociales. La schizophrénie touche plus de 23 millions de personnes dans le monde. Elle est plus fréquente chez l'homme, 60%, que chez la femme, 40%, soit une prévalence de 0,7 à 1% de la population mondiale. Cette maladie s'associe à un lourd handicap, et peut avoir des répercussions sur les résultats au niveau éducatif et professionnel. La stigmatisation, la discrimination et les violations des droits fondamentaux des schizophrènes sont courantes. La schizophrénie est une maladie dont l'origine est plurifactorielle. Son développement résulterait d'une interaction entre gènes et environnement, suggérant qu'il existe une vulnérabilité génétique précipitée par des facteurs environnementaux, traumatisme de l'enfance, problèmes au cours de la grossesse, migration. Quelques mutations génétiques ponctuelles rares, jouant un rôle dans la plasticité neuronale, ont été décrites comme ayant un impact sur le risque de développer une schizophrénie. Deux autres paramètres constituent des facteurs de risque bien établis et précipitent l'apparition des troubles: le stress et le cannabis. Certains facteurs psychosociaux contribuent aussi à la schizophrénie. Le professeur Oliver Howes du King's College de Londres et ses collaborateurs, 2004, ont montré que les sujets schizophrènes ressentent leurs difficultés sociales dès leur enfance. Les troubles précoces du développement ont ainsi été identifiés comme facteurs favorisant l'apparition de la maladie. Dans son livre Biologie des croyances, 2005, Bruce Lipton résume la nouvelle conception de la biologie et tout ce qu'elle implique. Ces recherches montrent que c'est avant tout nos pensées et nos croyances qui gouvernent notre hérédité. L'idée que l'ADN codifie notre développement humain comporte des lacunes.
Lipton propose de nouvelles façons de voir la relation entre l'environnement et la génétique. Cette approche n'a pas encore évalué le rapport génétique-environnement-cognition dans la schizophrénie. Un terrain de recherche serait fructueux dans ce domaine. Le modèle neurodéveloppemental élaboré par le psychiatre suisse Luc Ciompi, 1988, prévoit 3 phases dans l'installation des troubles schizophréniques, une phase prémorbide, une phase prodromique et une phase aiguë. Dans la phase prémorbide, apparaissent des critères de vulnérabilité avec des facteurs génétiques psychosociaux et somatiques. La phase prodromique regroupe des manifestations hétérogènes parmi lesquelles des symptômes affectifs, dépression, culpabilité. Ce sont les signes avant-coureurs qui annoncent la survenue de la phase principale de cette maladie. La phase aiguë associe les 3 dimensions cliniques de la schizophrénie, positive, hallucination et délire, négative, aboulie, apathie et retrait social, et désorganisée, troubles du cours de la pensée, incohérence des actions et ambivalence affective. Des études récentes, Sonia Dolphus, 2018, ont mis en évidence des composantes motivationnelles et émotionnelles nécessaires pour caractériser la maladie. Le déficit motivationnel peut être considéré comme appartenant aux symptômes négatifs de la schizophrénie, en particulier l'apathie, le retrait social et la réduction du plaisir anticipé. Ce déficit correspond à l'apragmatisme défini comme incapacité à réaliser une action adaptée aux besoins quotidiens. Une autre composante nécessaire à prendre en compte pour caractériser la maladie est la composante émotionnelle, l'affaiblissement de l'élan vital et de l'affectivité. C'est dans ce contexte que va se constituer l'apathie décrite par Bleuler au début du siècle, comprenant une série de symptômes fondamentaux, désintérêt, inertie, fléchissement des sentiments affectifs, auxquels s'ajoutent des symptômes secondaires, troubles intellectuels, délire, troubles physiques. Ces études permettraient d'appréhender des programmes d'entraînement à l'anticipation du plaisir, à réduire l'anédonie et augmenter la motivation. Aujourd'hui, la prise en charge des personnes schizophrènes a fait de grands progrès. Des traitements médicamenteux associés aux psychothérapies permettent un retour à une vie normale. Les effets secondaires existent, mais ils peuvent être restreints. Les traitements sont basés sur des neuroleptiques, médicaments qui agissent sur les récepteurs cérébraux. Ils permettent de réduire les symptômes de la maladie. Les antipsychotiques de 2e génération, dits atypiques, sont recommandés en première intention, en raison d'un profil efficacité-tolérance plus favorable. Les 3 neuroleptiques les plus prescrits sont le Zyprexa, le Risperdal et le Leponex. Ces traitements doivent être suivis à la lettre, et pendant plusieurs années. Le suivi au long cours est indispensable. Beaucoup des patients sont dans le déni ou interrompent leur traitement en raison d'effets secondaires, tels que la prise de poids et les effets extrapyramidaux, rigidité musculaire, tremblements, etc. L'arrêt des traitements peut entraîner une réapparition des symptômes psychotiques et des rechutes, et donc une baisse de la qualité de vie pour les individus et leurs familles. Les médicaments seuls ne suffisent pas, et doivent être accompagnés d'un soutien psychologique. Fondé sur la relation de continuité et de confiance entre le patient et les soignants, le soutien vise à rétablir le contact avec la réalité, restaurer les capacités de fonctionnement mental, favoriser l'expression verbale des émotions. Les interventions cognitivo-comportementales ont une visée de réadaptation, dans le but de favoriser les capacités d'autonomie. Trouver un bon équilibre entre responsabilisation et soutien est un objectif essentiel pour tout professionnel de la santé. Comment trouver, face aux paradoxes auxquels nous confronte le sujet psychotique, une plus juste articulation entre prise en charge et respect de sa liberté et de son altérité fondamentale? Les équipes de soins sont donc confrontées à cette ambivalence et doivent aménager le cadre et les dispositifs de soins en la prenant en compte. Les unités ambulatoires après une hospitalisation assurent la continuité des soins et permettent d'éviter les ruptures du suivi. De récentes études attestent d'un nombre croissant de patients atteints de schizophrénie, connaissant une évolution favorable et significative. Ces études contribuent à un renouvellement des conceptions évolutives du trouble. On estime que 40 à 60% de personnes diagnostiquées avec une schizophrénie connaissent un rétablissement partiel, et que 20 à 30% peuvent être considérés comme pleinement rétablis,
grâce à des médicaments et un appui social. La transmission des informations aux patients et à l'entourage doit être renforcée, tels que des conseils sur l'hygiène et sur l'alimentation, le sommeil, la sexualité, les effets indésirables du cannabis. L'intervention précoce est un trait fondamental de l'aide aux patients psychotiques. La multiplication des publications et des méta-analyses récentes établissent clairement l'impact de la durée de psychose non traitée sur la morbidité et la mortalité. Qui dit intervention précoce dit naturellement diminution du délai entre l'émergence des symptômes et le début du traitement. Cette approche thérapeutique, basée sur les stratégies préventives, est largement établie dans le milieu médical. À l'origine de ce courant, retenons la perspective du psychiatre McGorry 2009. La mise en place d'un réseau de centres de prévention pour des patients à risque de psychose, en Australie, a montré l'efficacité de ce mode d'intervention. Le mode d'intervention précoce se donne comme objectif 2 paradigmes permettant d'identifier et d'aider les groupes de sujets à risque de psychose. Un des paradigmes est l'intervention avant l'éclosion de la psychose, le second paradigme est une intervention après l'éclosion de la psychose. Ces 2 paradigmes permettent de minimiser la période de non-traitement. Les bases physiologiques. Les bases physiologiques des troubles psychiques sont un champ d'investigation relativement récent qui a bénéficié de l'avènement de techniques de neuroimagerie au cours des années 80. Ainsi, une partie des patients ayant un diagnostic de schizophrénie aurait une perturbation du développement cérébral entraînant des modifications de la maturation des régions limbiques et des cortex associatifs. Le système limbique, ou cerveau émotionnel, joue un rôle important dans le comportement et en particulier des diverses émotions telles que l'agressivité, la peur, la douleur morale, le plaisir. L'imagerie cérébrale a permis de mieux comprendre les 3 groupes de symptômes de la schizophrénie que sont les troubles du langage, des fonctions cognitives et les troubles de l'affectivité. L'imagerie par tomographie montre une activation anormale des régions cérébrales sollicitées par le langage, hémisphère gauche et régions frontales antérieures. L'imagerie par tomographie montre que les régions responsables du contrôle de l'exécution de tâches sont moins actives chez des patients schizophrènes, ce qui pourrait expliquer leur difficulté à sélectionner des informations. L'imagerie par résonance magnétique, IRM, ne permet pas d'établir le diagnostic, mais permet néanmoins de visualiser certains changements cérébraux qui surviennent chez les personnes atteintes de schizophrénie. Parmi les bases physiologiques des troubles psychiques, la schizophrénie serait la conséquence d'un dérèglement de dopamine dans le système nerveux. La dopamine est un neurotransmetteur par lequel les neurones communiquent. Un champ nouveau en imagerie est celui de l'impact des thérapeutiques psychiatriques sur la plasticité cérébrale et permet d'évaluer l'efficacité des médicaments. Apport des neurosciences et des biosciences. Le domaine des neurosciences a connu une véritable révolution ces 30 dernières années, grâce à de nouveaux outils d'imagerie et d'investigation qui ont permis de révéler le fonctionnement électrique et biochimique dans différentes aires cérébrales. C'est ainsi que récemment, une équipe de recherche, The Neuroscience in Psychiatry Network, sous la direction des professeurs Jones et ses collaborateurs, a montré qu'un variant génétique d'un gène du nom de SNAP25 perturbe un réseau préfrontal limbique, ce qui risque de développer plusieurs pathologies, parmi lesquelles la schizophrénie. Un seul gène semble fortement impliqué dans l'apparition des symptômes pathologiques. Une équipe de chercheurs de l'Université de Columbia a étudié par imagerie cérébrale l'évolution de la maladie dans l'hippocampe, une région cruciale du cerveau pour la mémoire et l'attention, qui sont parmi les plus touchés par la schizophrénie. Dans un article de la revue Neuron, ces chercheurs révèlent qu'ils ont décelé chez quelques patients victimes d'un premier épisode une intense activité dans une zone précise de l'hippocampe. Cette atrophie est due à la présence excessive d'un neurotransmetteur appelé glutamate. La réduction de son apparition pourrait prévenir l'aggravation de la maladie. La psychologie projective dans le diagnostic de la schizophrénie. La psychologie projective peut-elle apporter des éléments nouveaux pour mieux diagnostiquer la schizophrénie ? Les tests de comportement tels que le test de Rorschach sont des épreuves projectives facilitant l'observation d'aspects psychiques, tels que l'angoisse, une mauvaise perception de la réalité et une cohérence fragile de la pensée,
troubles qui ne sont pas observables par les moyens actuels de la science. Les diverses études concernant le test de Rorschach ont fourni des critères précis se prêtant à des calculs statistiques et ont contribué à éclairer de plus près le fonctionnement psychique sous-jacent du sujet, en évitant la confusion entre symptômes et organisation psychique. Outre l'intérêt clinique qu'elle présente, la méthode projective est un instrument de recherche appréciable qui permet de prendre en considération le dysfonctionnement et la souffrance liés aux symptômes. Le test de Rorschach a aussi une portée clinique. Le clinicien peut se servir du protocole du test pour comprendre les troubles du langage du sujet et le soutenir dans les démarches personnelles qu'il met en place pour s'insérer dans le monde social. Analyse du discours du patient. Les témoignages et l'analyse du discours des patients est une source essentielle pour analyser les processus cognitifs impliqués dans l'interaction sociale et le discours, afin d'isoler des signes diagnostiques ou précurseurs de la maladie. Une caractéristique du discours schizophrénique est sa sensation de vide, de gouffre sans fin. Le délire s'organise autour d'un thème qui en serait le fil conducteur: jalousie, mysticisme, idée de grandeur. Ce délire semble remplir ce vide et génère en lui des angoisses insupportables. Stéréotypie et stigmatisation de la schizophrénie. Quelle différence faisons-nous entre personnes saines et personnes malades mentales? Qui est normal et qui ne l'est pas? Quel regard posons-nous sur les troubles mentaux et la souffrance psychique? La stigmatisation des troubles mentaux trouve en partie ses origines dans cette idée reçue selon laquelle les malades seraient des personnes à part. En réalité, la santé mentale, la souffrance, la maladie ne sont pas des états figés. La frontière qui existerait entre normal et pathologique est mouvante, et le rétablissement possible. Comment les stéréotypies et la stigmatisation participent-elles à notre manière de concevoir la schizophrénie ainsi que les décisions thérapeutiques prises envers les patients schizophrènes? On parle souvent de stigmatisation dont sont victimes les personnes ayant des problèmes de santé mentale. Elles ne seraient perçues que sous l'étiquette de leur pathologie et auraient des difficultés à accéder à l'emploi et au logement, ainsi qu'à leurs droits civiques et politiques. Dans le dictionnaire, la stigmatisation est une parole ou une action menée à transformer une déficience ou un handicap en une marque négative pour la personne et allant à l'encontre des normes culturelles de la société dans laquelle elle évolue. Les préjugés se traduisent par le refus de l'embauche du sujet schizophrène, celui-ci pouvant être dangereux et irresponsable. François Cluzet, cinéaste et acteur, affirme la nécessité de réinventer le monde hospitalier pour en faire un lieu d'entraide, d'ouverture et de réflexion éthique. En entrant dans un hôpital psychiatrique, il y a un réflexe de survie, de vigilance. Tout en étant un lieu de sécurité, le sujet est pris dans un dispositif bureaucratique et impersonnel et il y a perte de contrôle. Pour le psychanalyste et cinéaste Thomas Littley, l'hôpital psychiatrique est plutôt accueillant, presque rassurant. Littley ajoute que toutes sortes de participation des patients, leur consentement et leur confiance, permettent aux soins d'être plus efficaces. L'essentiel est de laisser parler le patient. Il faut une médecine de proximité, de familiarité et d'humanité. C'est ce que nous dit le philosophe Georges Canguilhem à propos de l'éthique et de la science dans son ouvrage « Le normal et le pathologique » 1943. Rappelons-nous qu'il y a médecine parce qu'il y a des malades. Il y a quelqu'un qui ne veut pas être là et un qui veut être là. Selon une étude récente, les malades mentaux sont perçus par les personnes interrogées comme inconscients et irresponsables de leurs actes, leur faculté mentale étant altérée. Le diagnostic de schizophrène en psychiatrie contribue souvent à valider les stéréotypies, mauvais pronostic, imprévisible, incurable. En résumé, il est important de comprendre les mécanismes qui sont en jeu dans le rejet des maladies mentales, pour combattre ces phénomènes et élaborer des stratégies thérapeutiques. Les stéréotypies et les préjugés montrent une méconnaissance des problèmes de santé mentale par la population et témoignent d'un conflit de valeurs. Une campagne internationale de sensibilisation est nécessaire pour contrer la discrimination à l'embauche et s'attaquer aux problèmes de stigmatisation et de préjugés. Problèmes méthodologiques et controverses. La similitude des divers syndromes psychiatriques peut porter à des confusions de diagnostic.
De nombreux cliniciens et chercheurs identifient des chevauchements symptomatiques entre le syndrome schizophrénique et d'autres formes de maladies mentales telles que la psychose bipolaire et l'autisme de l'adulte. Une clinique différentielle plus fine est à parfaire auprès d'échantillons plus amples. Copeland, 1971, a montré que des psychiatres de pays différents et d'hôpitaux différents ne font pas souvent les mêmes diagnostics sur la schizophrénie. Dans sa recherche, 69% des psychiatres américains ont donné un diagnostic de schizophrénie, tandis que 2% des psychiatres anglais ont donné ce diagnostic. Le diagnostic de schizophrénie est variable et dépend de l'approche personnelle du médecin ou de l'institution dans laquelle il est employé. Certaines recherches suggèrent qu'il existe des variations entre les pays, selon les origines ethniques des populations. L'étude de Harrison, 1984, a fait constater que les médecins blancs des Antilles ont tendance à donner un diagnostic de schizophrénie plus souvent pour les patients d'origine antillaise. Une interprétation possible est que les symptômes positifs tels qu'entendre des voix ou avoir des hallucinations sont plus acceptables dans les cultures africaines. La normalité évolue selon ce que la culture considère comme normal. Non seulement la symptomatologie varie d'un individu à l'autre, mais les réactions schizophréniques varient chez le même individu avec le temps. L'observation clinique montre que de nombreux phénomènes pathologiques qui caractérisent la schizophrénie ne se révèlent pas de façon permanente, et que certains apparaissent avec plus d'acuité pendant la période de crise que pendant la période de rémission. Ceci est vrai en particulier pour les troubles cognitifs et notamment ceux du langage. Si la schizophrénie a longuement été examinée dans sa symptomatologie manifeste, les auteurs ne se sont pas assez intéressés au problème de sa progression. Kraepelin, 1919, a considéré la détérioration progressive comme fondamentale dans la schizophrénie. D'après Arietti, 1955, la schizophrénie diffère de toute autre maladie mentale en raison du degré de gravité et des formes variées des phénomènes qui apparaissent lors de la maladie. Il est important de distinguer au moins 4 stades dans la schizophrénie: stade initial, avancé, préterminal, terminal, qui correspondent à différents stades de progression vers la régression et la chronicité. Peut-on dire que la vie institutionnelle est, au moins partiellement, responsable de la symptomatologie? Est-ce qu'un milieu appauvri tel que l'asile transforme la maladie aiguë en maladie chronique? Nombreux sont les auteurs à avoir essayé de démontrer que les pratiques hospitalières aggravaient la chronicité des malades. Ici, nous préférons citer Macmillan, 1958. Beaucoup de symptômes qui sont considérés comme étant provoqués par le processus psychotique sont en fait dus aux restrictions imposées aux patients. Cet effet négatif de la vie asilaire doit être particulièrement ressenti dans les institutions, qui ont plus pour but de protéger la société du comportement antisocial des patients qu'à aider ces derniers à surmonter leurs difficultés. En séparant le malade mental de la communauté, l'institution peut réduire son champ d'activité. Les règles qu'elle instaure ne font que renforcer son comportement antisocial et aggraver ses fonctions autistiques et paralogiques. Si l'hospitalisation contribue en partie à la symptomatologie des schizophrènes, il en résulte que la plupart des caractéristiques verbales identifiées et étiquetées dans les études sur les schizophrènes chroniques sont peut-être des artefacts, phénomènes qui altèrent l'expérience, dus à l'internement, plutôt que des caractéristiques permanentes du langage schizophrénique. Cette variable devrait donc être prise en considération dans les études à venir sur le comportement verbal des schizophrènes, notamment en comparant la capacité verbale et intellectuelle des patients internés depuis peu, avec celle d'internés de plus longue date. Dilemme concernant les études expérimentales. Le problème de l'échantillonnage est une difficulté dans l'étude des caractéristiques propres aux schizophrènes. Pour qu'un échantillon soit représentatif, il est nécessaire que la population qui le constitue soit plus ou moins homogène. C'est pourquoi il est de coutume de neutraliser ou de contrôler des variables telles que l'âge, le sexe, l'éducation, le temps à l'hôpital, la quantité de médicaments, et d'éliminer les patients ayant subi des électrochocs récents ou ayant des troubles cérébraux. Le psychologue Ralph et ses collaborateurs dans la revue Psychological Report, 1967, en voulant contrôler toutes ces variables dans une investigation faite sur 455 sujets,
se retrouvèrent avec 50 sujets, 11% uniquement, ayant pu remplir toutes ces conditions. La psychopathologie expérimentale se trouve ainsi devant un dilemme. Si de nombreuses variables ne sont pas contrôlées, il existe un sérieux danger d'introduire des artefacts dus à ces variables plutôt que des caractéristiques dues au processus psychotique. Il n'en reste pas moins que les études expérimentales sont d'une grande portée pour promouvoir les données linguistiques au rang d'une science rigoureuse du comportement et permettre l'essor de l'étude systématique des troubles du langage. Parmi les variables qui pourraient influencer les performances des sujets schizophrènes, l'utilisation des traitements chimiothérapiques est importante à souligner. Le maniement de la cure neuroleptique est guidé par deux sortes de symptômes. D'une part les symptômes positifs, essentiellement le syndrome délirant, les hallucinations, la surexcitation. D'autre part les symptômes négatifs, apathie, discordance, troubles cognitifs. Or, si les neuroleptiques atténuent la première série, les symptômes de la seconde série risquent d'être aggravés. Les antipsychotiques, et en particulier ceux dits classiques, ont de nombreux effets indésirables. Somnolence, vision floue, difficultés de concentration, prise de poids, troubles sexuels. L'usage permanent de neuroleptiques fait obstacle dans une certaine mesure à des études significatives sur les troubles cognitifs, car on peut supposer que s'ils affectent les symptômes cliniques, ils affecteraient aussi la performance à des épreuves mettant en évidence la pathologie de patients. Les études faites à ce sujet sont assez contradictoires, certaines ayant trouvé que les neuroleptiques atténuaient les troubles et amélioraient la performance, d'autres ayant trouvé qu'ils provoquaient une baisse de la capacité intellectuelle. Il est évidemment préférable d'étudier des sujets qui s'abstiennent de traitements chimiothérapiques, indépendamment de leurs symptômes, et non parce que leur état ne le nécessite pas. Toutefois, nous pouvons nous demander si tous les sujets auraient pu entrer facilement en contact avec l'expérimentateur, sans l'action des accent aigu et inhibitrices des neuroleptiques. Résumé des principales données à retenir sur les troubles schizophréniques. La schizophrénie est une maladie psychiatrique caractérisée par un ensemble de symptômes très variables. Les plus impressionnants sont les délires et les hallucinations, mais les plus invalidants sont le retrait social et les difficultés cognitives. La pathologie psychiatrique se constitue d'une intrication complexe entre le biologique, le psychique et l'environnement, ce qui nous oblige à agir simultanément sur divers plans psychothérapeutiques, médicamenteux et environnementaux. Dans les dernières décennies, notre conception de la psychose s'est largement modifiée et de nouvelles perspectives sont en train de s'ouvrir, des points d'avancée décisives et des découvertes thérapeutiques radicales. Aujourd'hui, une prise en charge adaptée, combinant traitement pharmacologique et psychosocial, permet d'obtenir une rémission durable chez un tiers des patients. Des services de réhabilitation et des unités de soins de longue durée sont recommandés, l'objectif étant de favoriser des accompagnements ambulatoires. Les chercheurs tentent de mieux comprendre la pathologie et ses facteurs de risque. Leur objectif : être en mesure d'identifier les marqueurs de sa survenue et de son évolution afin d'intervenir et de prévenir la sévérité de la maladie. Ces repères ne répondent certes pas à tous les problèmes que pose le syndrome de schizophrénie, et le débat reste ouvert. Une brève histoire de la folie de l'Antiquité à nos jours. De nombreux essais ont retracé l'histoire de cette affection troublante. Dans ses ouvrages Histoire de la folie et Images de la folie, 2010, Claude Quetel rassemble un choix de documentaires, de représentations artistiques, d'illustrations, pour nous faire percevoir les préoccupations philosophiques, religieuses, morales et médicales qui ont prévalu à tous les moments de l'histoire. Le mot folie a toujours été ambivalent, signifiant à la fois absence de sagesse au sens philosophique et perte de raison au sens médical. Dans le contexte religieux de l'Occident médiéval, la folie est la marque du péché et le fou, l'impie dont il faut se protéger. À la Renaissance, la figure emblématique du bouffon, du fou qui divertit par son délire audacieux est symbole de l'errance et de la liberté. Le fou devient une allégorie de la folie du monde, le sabbat de Buffon de Peter Bruegel, la nef des fous de Hieronymus Bosch 1496. Des pèlerinages thérapeutiques se développent et donnent lieu à des représentations hallucinées comme le pèlerinage de San Isidro, de Francisco Goya 1820. Au cours des XVIIe et XVIIIe siècles,
la recherche médicale se fait plus précise. Le fou n'est plus un démon. Des expériences cliniques sont menées en Europe. Ce sont les premières classifications de la folie. Dans le même temps en Angleterre, le courant philanthropique dénonce les conditions horribles des insensés, cachots, asiles, tours. Cette dénonciation sera reprise plus tard par les pères de la psychiatrie, Pinel et Esquirol. L'édit de 1656 crée l'hôpital général dénonçant le pouvoir royal qui assimile les fous aux déviants et asociaux. Les fous, considérés comme malades, sont dirigés vers les grandes maisons de force religieuses comme Charenton. C'est à la Révolution que s'accomplit le geste libérateur du médecin Pinel, à Bicêtre. La représentation de Tony Robert Fleury de Pinel faisant tomber les chaînes des aliénés à la Salpêtrière a contribué à enraciner ce mythe fondateur de la psychiatrie, 1876. Ce n'est qu'au XIXe siècle que naissent l'asile et la psychiatrie dans le postulat de la curabilité des aliénés. L'isolement du monde, la vie réglée et la thérapie doivent apporter la guérison. Mais la réalité de l'internement est loin de cet idéal. Le surpeuplement, la promiscuité, les sanctions sont le vrai visage de ces asiles. Camisoles de force et électrochocs y sont pratiqués. La médication s'enrichit de nouvelles substances chimiques. L'origine des maux est cherchée dans l'anatomie du cerveau. Esquirol, en 1825, fait dessiner de nombreux portraits d'aliénés. Mais le regard et l'image ne suffisent pas à rendre compte de la pathologie. La psychologie et la psychanalyse vont y substituer la parole et l'écoute. Charcot expérimente l'hypnose. Sigmund Freud invente la méthode des associations libres, la psychanalyse. Dans les années 1960 à 1970 en Europe, un puissant courant contre la psychiatrie naît de la contestation radicale du système asilaire. Le manifeste surréaliste contre la dictature sociale en est un témoignage. Le film de Milos Forman, Vol au-dessus d'un nid de coucou, 1975, dénonce l'enfer psychiatrique. C'est le début de prise en charge. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.